Donc bonjour, bonjour et bienvenue. Donc je pense que nous sommes déjà en ligne. Si toutefois vous avez des difficultés à nous entendre ou à vous connecter, n'hésitez pas à appeler nos équipes support. Donc cette visioconférence s'inscrit dans une série de webinaires que nous avons réalisés depuis le mois de mars et qui nous permettent de faire régulièrement le point sur la situation et l'analyse des délais et comportements de paiement, de suivre la défaillance des entreprises, mais également d'apporter en fait des solutions aux entreprises dans cette période compliquée. Donc, nous rentrons dans une quatrième phase de la crise. La première étape, c'est vrai, mars, avril, période de confinement. Mai, juin, les entreprises préparaient la reprise, qui s'est donc opérée en suivant un plan de déconfinement secteur d'activité par secteur d'activité. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui en septembre? C'est précisément ce que nous verrons dans le regard croisé avec l'intervention de Damien et de Jean-Claude. Et au cours de cette quatrième période, la préoccupation évidemment première des entreprises et des directions financières reste le niveau de liquidité, de cash présent dans les entreprises, mais également comment et dans quelles conditions les entreprises vont clôturer cette année si particulière qu'est l'année 2020. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous avons une équipe qui est là pour répondre directement aux questions en appuyant sur le bouton chat. Cette conférence est enregistrée. Vous aurez accès à l'enregistrement ainsi qu'au script des questions et des réponses. N'hésitez pas. Alors, comment sécuriser et accélérer son cash dans une période de crise? C'est précisément la question que nous allons poser dans un instant à notre invité Dominique Sarré. Pour animer le regard croisé, le premier regard croisé Credit Safe Trade, nous avons Damien Barthélémy et Jean-Claude Charpenay. Credit Safe et SideTrade, chacun de leur côté, analyse régulièrement la situation des délais et les comportements de paiement des entreprises. Et nous verrons justement en quoi, en fait, les informations issues du baromètre Credit Safe et du tracker SideTrade BFM Business peuvent être complémentaires. Alors, Damien, vous êtes directeur général, directeur général de Credit Safe France. Tu as créé donc et développé la filiale France du groupe Credit Safe en 2006. Tu as fait toute ta carrière dans l'information sur les entreprises. Tu connais parfaitement ce marché. Et donc, Credit Safe est un groupe qui, dont le métier est de collecter différentes sources de données, des sources privées, des sources publiques, également exploiter des bases de données collaboratives. Elle agrège toutes ces données pour justement réaliser en fait des rapports sur les entreprises. Credit Safe Group, c'est 16 bureaux dans le monde, c'est 365 millions de rapports sur les entreprises. Les rapports, je rappelle, qui donnent accès à des informations identitaires, juridiques, légales, financières, également de réputation. Et pour terminer, Credit Safe détient également la base de données privilège la plus importante au monde avec plus de 200 000 entreprises sous suivi. Jean-Claude, tu es Regional Sales Director pour SideTrade depuis 5 ans. À ce titre, tu es en charge du développement commercial sur l'Europe continentale avec un bureau à Paris et un autre à Amsterdam. Tu as développé une expertise dans l'accompagnement des directions financières pour leur transformation digitale avec la mise à disposition d'une solution qui allie intelligence artificielle et robotisation des processus métiers. SideTrade est coté sur le marché Euronext. C'est 6 bureaux, 250 employés, 2700 clients et les solutions SideTrade sont utilisées dans plus de 80 pays. Alors, comme je viens de le dire, SideTrade a développé un savoir-faire, une expertise sur l'intelligence artificielle. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous parler d'Amy et nous présenter qui est Amy? Merci Diane pour cette introduction. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Diane, le son est bon. Le son est bon.
Merci pour cette introduction et encore une fois ravi en tous les cas d'échanger avec vous en co-animant avec Credit Safe ce webinaire. Donc comme tu le disais Diane, SideTrade existe depuis 20 ans. Donc on propose une solution en mode SaaS afin de transformer les processus order to cash et d'accompagner cette transformation digitale. Et depuis 20 ans, on a l'opportunité de brasser en fait beaucoup de données qui viennent des ERP de nos clients. Donc tu l'as rappelé, en l'occurrence plus de 2500 clients. Et quand on parle de brasser des données, on parle en fait de millions d'expériences de paiement sur notre plateforme. Et ainsi, sur les 3 dernières années, cela représente plus de 300 millions d'expériences de paiement, soit un peu moins de 1000 milliards d'euros de factures qui est analysée. Alors, ceci nous permet d'avoir une vue sur les comportements de clients, le comportement de paiement des clients. Donc, de plus, grâce à ces données SideTrade et conjuguées à l'intelligence artificielle, donc qui est émise, on peut ainsi déduire un certain nombre d'informations qui peut être très pertinentes, qui plus est dans le contexte actuel que nous vivons. Alors, le premier élément qui peut être intéressant, en l'occurrence, c'est prédire les délais de paiement et anticiper le comportement de paiement des clients. Et cela, dans le contexte dans lequel on est, où on se rend compte que les comportements de paiement, et on le verra un peu plus tard, peuvent être très erratiques eu égard les contextes que nous vivons. Et puis, l'intelligence artificielle, donc en l'occurrence EMI, permet également d'optimiser certains processus au sein des directions financières, comme par exemple déterminer quelle est la meilleure action de relance, de recouvrement au meilleur moment en fonction des comportements de paiement du client. Donc voilà en quoi EMI accompagne maintenant depuis plus de 2 ans nos clients afin d'améliorer leur performance financière. D'accord. Damien, Credit Safe a également un programme qui permet de suivre et d'analyser le comportement de paiement des clients. Est-ce que tu peux nous présenter le programme 3D Ledger et expliquer aussi le DBT Store? Oui, Diane, merci. Donc, c'est un programme qui a été créé au niveau international il y a une quinzaine d'années maintenant, qui a été initié une quinzaine d'années. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger ces balances âgées pour avoir d'informations, participer à une base collaborative d'informations sur le comportement de paiement des entreprises. Donc, en France, on verra après qu'on analyse plusieurs niveaux de comportement de paiement venant de plusieurs types de sources. On parlera des privilèges par rapport à l'État, en France en tout cas. Il y a d'autres sources dans les autres pays. On parlera des comportements vis-à-vis de ces tiers avec des contentieux issus des tribunaux de commerce. Et il y a également évidemment une source fondamentale qui est les balances âgées des entreprises. Donc, on a mis en place ce programme 3D Ledger de façon à ce que nos clients puissent échanger les uns avec les autres et avoir accès à des informations évidemment des autres fournisseurs qui participent à ce programme. Voilà, et on arrive à une notion qu'on appelle le DBT, le Day Beyond Terms, qui permet d'avoir un nombre de jours de retard par entreprise et par secteur d'activité. Voilà, donc on travaille sur de l'information qui couvre à peu près toutes les sociétés en France. En revanche, on attend d'avoir suffisamment d'informations, suffisamment récentes de plusieurs sources différentes sur une période courte, de façon à pouvoir allouer un DBT. Donc là où on travaille sur une dizaine de millions d'entreprises sur lesquelles on dispose d'informations de comportement de paiement, on aura un DBT sur environ 1 million 200 000 entreprises. D'accord. Merci Damien. Donc, effectivement, SideTrade et Credit Safe, ensemble, adressent tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise. La solution, en fait, est adaptable pour toute taille d'entreprise. Donc, avant l'interview de Dominique, peut-être un mot sur le partenariat technologique SideTrade Credit Safe. Qui veut prendre la parole? Peut-être Damien en premier, puis Jean-Claude, tu pourras compléter. Oui, tout à fait. Alors, c'est un partenariat qui a été initié au début des années 2010, qui a vraiment été mis en place en 2012. Au départ, c'était très concret. Ça s'est fait concrètement, c'est toujours concret, avec un cas sur un client qui voulait utiliser les solutions SideTrade et qui voulait disposer directement au sein de son outil d'informations au niveau national et international. Donc, ça nous a amené à travailler avec Olivier Novasque, le PDG de SideTrade, de façon à avoir des niveaux d'information différenciés avec 2 niveaux d'information. Ça nous a amené à travailler d'ailleurs, ce qui nous a servi au niveau international, sur un score international, puisqu'on dispose dans chaque pays d'un score sur 100 parfois, en fonction des pays dans lesquels nos partenaires ou nous-mêmes sommes implantés, c'est un petit peu différent. Donc, on a créé un score sur 5 positions qui permet d'avoir une vue homogène sur l'ensemble
l'ensemble des pays. Donc, c'est un partenariat qui a été initié déjà il y a plus de 10 ans au départ. C'est un long partenariat en effet historique que nous avons avec CreditSafe et qui est totalement donc partenariat commercial et technologique, comme tu l'as précisé Damien à juste titre. Et comme je le précisais en introduction, on se rend compte et ça devient de plus en plus vrai qu'afin d'être efficient dans ces processus et atteindre ces performances et qui plus est ces performances financières, il est important d'allier solutions technologiques et données. Et CreditSafe nous amène cette data-là et qui permet de compléter, entre autres, nos algorithmes pour améliorer la performance de EMI, par exemple. D'accord. Donc, effectivement, c'est livrer au client une solution clé en main, facilement, en fait, déployable. Alors, eh bien, accueillons tout de suite Dominique Tarré. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience et votre expertise, surtout dans un contexte de rentrée extrêmement difficile. Dominique, vous êtes directrice administrative et financière chez STO. Vous avez travaillé pendant 20 ans chez Sibelco. Vous avez donc développé une expertise dans l'analyse de la performance financière pour l'industrie et le bâtiment. Alors, STO, c'est un groupe allemand. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 120 millions sur la France, avec un savoir-faire très particulier, puisque c'est le leader de l'isolation thermique et de l'isolation thermique par l'extérieur. Alors, première question, Dominique, comment se porte votre secteur d'activité ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, notre secteur d'activité, qui est le bâtiment principalement, est en forte croissance depuis le début juin par rapport à l'année dernière. Effectivement, on enregistre plus 14% sur 3 mois en moyenne avec un record de chiffre d'affaires sur le mois d'août, ce qui, de ce fait, a mis en tension nos lignes de crédit avec des dépassements en moyenne de l'ordre de 120%. Donc, effectivement, tous les jours, on a effectivement des sujets de blocage et de déblocage de commandes dans nos agences. D'accord. Oui, effectivement. Donc, vous avez dû constater, surtout depuis le mois de mars, en fait, des problématiques sur le paiement des factures. Vous avez dû probablement faire face à un certain nombre d'impayés, de rejets de traites rejetées ou des comportements déviants. Comment avez-vous géré cette situation ? Effectivement, lors du début du confinement, nous avons eu un montant d'impayés très très important puisqu'on a enregistré sur deux mois en mars et avril 600 000 euros environ d'impayés, ce qui est très très important pour nous, avec des demandes de prorogation, des paiements partiels ou des rejets. Donc, effectivement, quand on a repris l'activité début mai, lorsqu'un client avait un impayé, son compte était bloqué. Donc, s'il souhaitait à nouveau être livré ou travailler avec STO, il fallait d'abord qu'il régularise son impayé. Nous avons donc relancé les clients et demandé à ce qu'ils régularisent leurs impayés par virement. Aussi, nous avons mis en place, si vous voulez, durant toute la période du Covid et encore maintenant, une nouvelle politique de crédit beaucoup plus stricte en abaissant les plafonds d'autorisation des chargés de recouvrement et en accentuant la demande d'acompte par virement lors de retard de paiement ou de dépassement de ligne de crédit. Oui, donc effectivement, vous avez… Pour cette partie-là. D'accord. Donc, effectivement, pour évaluer les lignes de crédit, vous avez dû vous réorganiser, j'imagine, enfin, remettre en place, changer quelques process. Est-ce que vous avez senti, en fait, un basculement entre avant le Covid et la période du Covid, ou alors ça a été un petit trou d'air et puis, au fond, vous avez pu réexploiter votre organisation Donc, en fait, si vous voulez, nos clients, effectivement, avaient quelques soucis de trésorerie ou de la trésorerie tendue.
Donc, effectivement, ce qu'on a privilégié pour garantir le cash et pour diminuer le risque client, on a vraiment abaissé les plafonds d'autorisation des chargés de recouvrement et on a accentué la demande d'acompte sur commande systématique en fonction de la catégorie du risque client. Si c'est un client faible ou moyen, à ce moment-là, on lui demandait 50% d'acompte, par exemple, sur commande pour un retard de moins d'un mois. Si c'était un client qui était fort ou critique, on lui demandait 100% d'acompte sur commande pour 100% d'acompte sur commande. Voilà. Pour les impayés, nous avons également mis en place un suivi hebdomadaire avec des relances systématiques des chargés de recouvrement et on a beaucoup aussi impliqué le commercial, notre force de vente. D'ailleurs, cette nouvelle politique de crédit a été présentée et expliquée à notre force de vente terrain afin qu'il soit aussi l'écho de nos actions auprès de nos clients. Voilà. Donc, vous avez accéléré la culture cash au sein de votre entreprise. Probablement, on a dû assister aussi à un rapprochement des directions métiers, travailler beaucoup plus donc avec la direction commerciale. C'est vrai que c'est des sujets de transformation d'entreprise qui, à mon avis, en période de crise, ne font que s'accélérer. Une relation client de proximité encore plus forte, probablement, et qui effectivement amène à revoir complètement sa politique crédit. Alors effectivement, les bénéfices pour STO, on les a bien compris, hein, des mesures efficaces. Selon vous, que faut-il bien surveiller pour remédier justement à ces problématiques de comportement de paiement, des difficultés, des erreurs? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Je ne sais pas, est-ce que vous auriez un conseil sur ce point-là? Alors aujourd'hui, je pense une des priorités est de pouvoir anticiper l'évolution de lignes de crédit avec les clients en fonction de leur activité et de mettre en cohérence leur capacité à nous payer dans les délais. Pour nous, c'est un équilibre quotidien qu'il faut évaluer et maîtriser afin de ne pas trop prendre de risques et aussi de ne pas bloquer le développement du business. Donc, c'est un petit peu le challenge qu'on a dans la vie de tous les jours. Je pense qu'une des erreurs à éviter, c'est que le chiffre d'affaires devienne plus important via la pression commerciale que le paiement des clients. Et effectivement, ce challenge est aussi pour nous essentiel dans ce contexte économique qui peut être difficile pour certains secteurs d'activité et privilégier à un moment donné le chiffre d'affaires et oublier qu'à la fin, le client doit de toute façon nous payer. Oui, d'autant que STO travaille essentiellement avec des petites tailles d'entreprise. Tout à fait. Nous travaillons avec beaucoup d'artisans. Donc, on est vraiment confronté à cette problématique-là, puisqu'on a 30 à 40% de notre portefeuille de clients qui sont des petits clients et principalement des artisans. Oui. Peut-être une dernière question. Auriez-vous un conseil, Dominique, pour la clôture 2020? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est conscient que les entreprises vont devoir clôturer dans des conditions très compliquées et que cette clôture aura forcément des conséquences aussi également sur 2021. Comment est-ce qu'on peut aborder cette problématique? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut rester très vigilant malgré la reprise d'activité, parce que je pense que en cette période, les entreprises ont été soutenues par le gouvernement via différents dispositifs, hein, soit le chômage partiel, soit le report d'échéances sociales fiscales, soit le prêt garanti de l'État. Et donc, aujourd'hui, ont les moyens de rebondir. Donc, moi, mon inquiétude, elle serait plutôt pour le premier trimestre 2021, lorsque les entreprises devront commencer à rembourser les prêts garantis de l'État et à honorer toutes leurs charges. Donc, je pense qu'effectivement, on doit se préparer pour le premier trimestre 2021 pour accompagner nos clients et pour avoir le moins possible de défaillance des entreprises. Oui. Écoutez, merci Dominique pour votre témoignage. Oui, on a bien compris qu'effectivement, la clôture de 2020 était importante, mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être des perspectives à sécuriser beaucoup plus sur 2021. En tout cas, c'est un sujet qu'on pourra largement reprendre. Eh bien,
passons tout de suite au regard croisé. Credit Safe, SciTrade, où dans un premier temps, Damien et Jean-Claude vont donc exposer les chiffres clés issus du baromètre Credit Safe et du tracker SciTrade BFM Business. Ils vont rappeler également les indicateurs clés importants qui doivent être suivis. Et puis, ils partageront et évoqueront donc ensemble les moyens à disposition et les actions à mener pour sécuriser le cash, renforcer la confiance et développer de bonnes relations d'affaires. Damien, depuis la dernière conférence que nous avons menée sur le sujet en juillet dernier, quelle est l'analyse de Credit Safe aujourd'hui et où en sommes-nous sur les chiffres? Alors, la première chose qu'on peut voir déjà, c'est au niveau des défaillances. Donc là, c'est le résultat évidemment des conséquences des impayés. Au niveau des défaillances, on s'aperçoit, les tribunaux de commerce ont été fermés quand même tous ces derniers temps. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a une baisse considérable du nombre de défaillances par rapport à la même période l'année dernière. Alors, évidemment, il faut s'attendre, parce que les prévisions, si on parle de défaillances brutes, nettes, on était à 55 000 défaillances l'année dernière, en 2019. On compare à 2008, on était à 65 000. Les prévisions des économistes tournent entre 80 000 voire jusqu'à 120 000 défaillances sur cette année, donc c'est relativement considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, si je parle, alors pas tout à fait des défaillances, mais des ouvertures de procédures collectives auprès des greffes, ce qui est intéressant parce que c'est vraiment l'acte initiateur. On était entre janvier et août l'année dernière à un peu moins de 40 000. Cette année, on est à peu près à 25 000. Et surtout entre mars et août, c'est surtout que là, évidemment, se fait la différence. On était à 28 700 et cette année, on est à 15 700 ouvertures de procédures collectives, donc moins 13 000, c'est 45% de moins que l'année dernière sur la période de mars à août. Donc, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est l'effectif moyen des entreprises en défaillance, dans la mesure où, déjà, il y a eu quand même de la casse dans des grandes structures. Deux, les greffes, quand ils étaient ouverts, se sont attelés à gérer les cas les plus importants. On était sur un effectif moyen par entreprise de 9 à 10 salariés l'année dernière. Et là, depuis le début de l'année, on est à 38 salariés et sur la période de mars à août, on est à 55 salariés. C'est légèrement en baisse en septembre. Sur les premiers chiffres qu'on a, on est plutôt à 34 salariés en moyenne. Donc, évidemment, l'impact en termes d'emploi est plus élevé. Maintenant, ce à quoi il faut s'attendre, évidemment, c'est le rattrapage du retard, parce que les entreprises qui étaient à la peine, c'est sûr que leur situation ne s'est pas forcément améliorée pendant cette période, même si certaines ont pu bénéficier de prêts. Je ne pense pas que ce soit ça qui va vraiment leur sauver la vie quand elles étaient déjà en difficulté avant. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un nombre plutôt assez important d'entreprises qui soient en défaillance à partir de maintenant, mais plutôt que de, je dirais, s'affoler directement, ça serait intéressant de se dire simplement déjà qu'il y a le retard par rapport à ce qui aurait dû se passer sur une année classique. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Ensuite, si on part sur sur l'analyse des contentieux, alors nous on analyse trois types on va dire d'événements. Je laisserai après la parole sur la partie, on va dire, analyse des comportements de paiement, parce qu'on va plutôt s'atteler à analyser, que ce soit SciTrade qui parle du tracker. Nous, le premier élément sur lequel on travaille, ici, ce sont les contentieux, donc les entreprises qui n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis de tiers et qui se retrouvent poursuivis. Si on regarde ce tableau, on s'aperçoit que le cumulé depuis 2016, c'est 288 000 événements. On est sur entre 60 et 66 000 les années précédentes. En 2020, on a une baisse considérable, évidemment liée encore là une fois à l'activité qui était au niveau des greffes au ralenti. Donc là, c'est pareil, on va avoir un nombre beaucoup plus important à partir du moment où les greffes travailleront de façon normale. On voit également, je vais mettre en diaporama, on voit également l'impact depuis les derniers trimestres ici. Ouais. Voilà. Alors, on le voit également ici, on a moins 62% par rapport à l'année dernière sur la période, compte tenu, encore une fois, d'une activité en baisse au niveau des greffes et au niveau des vacances. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la répartition par type d'entreprise et par type de cas.
On voit que les entreprises, les très grandes entreprises et les moyennes entreprises, les très grandes entreprises, c'est plus de 1000 salariés, les moyennes entreprises, c'est à partir de 50 salariés, mais l'ensemble des deux correspond à peu près 0,5% des sociétés en France, des activités des professionnels en France, et on se retrouve avec environ 25% évidemment des cas d'impayés concernant ces entreprises. Voilà. Donc ça, c'est on va dire qu'il n'y a pas franchement d'évolution sur la période par rapport à la même période l'année dernière. Également par rapport aux secteurs d'activité qui sont principalement concernés, puisqu'on voit le top 4 n'a pas changé depuis le mois de juin, même depuis le mois de mai, on a commencé ces analyses. Finance, assurance immobilier, les services, la construction, le commerce de détail arrivaient déjà en tête à ce moment-là. Évidemment, les éléments les plus importants étant les impayés ou les retards de paiement. Le deuxième élément donc, qui est intéressant en matière d'indicateurs clés annonciateurs de la défaillance d'entreprise, c'est, donc encore une fois, il y a évidemment les comportements de paiement sont les indicateurs ceux qu'on peut voir arriver de plus loin, puis arrivent les contentieux, puis ce qu'on appelle les privilèges, c'est-à-dire le fait que l'entreprise n'ait pas engagé ce qu'elle devait payer auprès de l'URSSAF et du Trésor public, des caisses de retraite, etc. Alors, il y a eu un changement l'année dernière au niveau du Trésor public, puisque seuls les montants supérieurs à 200 000 € sont pris en compte. Donc, et puis, il y a au niveau du Trésor parfois des erreurs, de façon, je dirais pas une fois sur deux, mais on va dire dans 40% des cas. Donc, on utilise moins ces données en matière d'analyse prévisionnelle de la défaillance. On s'appuie plutôt sur les données issues des URSSAF. Ce qu'on voit évidemment, c'est l'augmentation du montant moyen des privilèges par rapport aux années précédentes et par rapport à l'année dernière. Ce qui est important de noter là aussi, on le voit ici, c'est sur la période évidemment du Covid et depuis, c'est qu'on a eu une baisse significative, pas significative, mais on va dire colossale du nombre de cas traités. Là encore, les tribunaux ont traité les cas les plus sensibles, ce qui fait qu'on a une augmentation considérable du montant moyen qui est passé d'environ 6 000 € à pas loin de 18 000 €. Voilà. Sur le mois d'août, il n'y avait pas vraiment énormément de données supplémentaires à ce qu'on avait les années précédentes. Le mois précédent, les tribunaux étant vraiment plutôt fermés. Ce qu'on voit là aussi de la même façon par type de secteur d'activité, là on retrouve aussi par rapport aux privilèges à peu près les mêmes secteurs qu'on avait identifiés les mois précédents, à savoir l'industrie, le commerce de détail, l'hébergement qui avait un peu augmenté évidemment compte tenu des difficultés traversées avec la période du Covid. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on a une légère baisse en Île-de-France. On était monté à 43,5% lors de la précédente, au mois de juillet. Ouais. Là, ça baisse légèrement, mais ça reste très supérieur à ce qu'on peut constater, par exemple, au niveau des contentieux, où on est plutôt à 25-26%, l'Île-de-France représentant, on va dire, entre 20 et 25% du business en France. Là, on a une surreprésentation de la région parisienne par rapport aux privilèges. Voilà. Alors là, je vais laisser la parole à Jean-Claude pour la partie liée au comportement de paiement, qui va nous parler du tracker, je crois. Oui, tout à fait. Comment, de votre côté, Jean-Claude, vous avez analysé la situation alors du coup chez SciTrade? Merci Damien, et merci Yann. Alors, pour corroborer ce que vient de dire Damien, et puis pour rebondir également sur ce que disait Dominique, je pense que c'était intéressant, hein, parce qu'en effet, ce confinement, cette crise a amené les entreprises, dans un premier temps, à réagir en mettant en place des solutions curatives, comme les différentes aides de l'État, que ce soit le PGE ou le recours à l'affacturage. Et comme le précisait Dominique à juste titre, il est désormais temps de mener des réformes plus structurelles afin de préparer la rentrée 2021, afin de mettre en place des réformes plus structurelles au niveau de la gestion du BFR. Alors, pour répondre à ta question, Diane, sur comment on a analysé la situation de manière passée déjà, avant d'avoir une vision un peu plus prospective. Alors, en effet, on a mis en place avec BFM Business un tracker qui mesure de manière hebdomadaire. Vous devez voir normalement mon écran. Diane, tu me coupes si ce n'est pas le cas. Qui mesure de manière hebdomadaire l'évolution. Donc, c'est le seul tracker qui existe aujourd'hui sur le marché et on est fiers parce que même au monde, donc c'est pour une fois une innovation française
qui présente uniquement, qui présente en fait l'évolution du pourcentage moyen des factures impayées à plus de 10 jours. Alors, pourquoi on a pris à plus de 10 jours? Puisqu'en moyenne, on considère que en France, le retard moyen est entre 10 et 12 jours. Donc, on a pris 10 jours et on a voulu faire un certain nombre de cut-off par rapport à ça. Le premier, ça a été quel était le niveau de ce retard de paiement des factures de plus de 10 jours au 11 mars. Alors, pourquoi le 11 mars? Parce que ça a été la date à laquelle l'OMS a déclaré la Covid-19 comme étant une pandémie. Et le niveau était à 19%. Et il faut savoir que c'est à peu près la ligne de flottaison, quels que soient les mois, à part le mois d'août. En France, du moins, on est en été, du moins, plutôt toujours aux alentours de 17 et 20% en termes de taux d'impayés sur les factures de plus de 10 jours. On a pris un deuxième cut-off qui a été le début du confinement, donc la déclaration par Emmanuel Macron du confinement, en l'occurrence le 17 mars, où entre les deux dates, on peut voir qu'il y a eu une augmentation des délais de paiement puisqu'on anticipait cette déclaration présidentielle sur ce confinement avec un bond assez important. Et on voit que ce retard de paiement n'a fait qu'augmenter jusqu'à la fin du confinement, donc jusqu'à mi-mai, fin mai, avec un pic qui est monté à 38%, donc soit quasiment du doublement des délais de paiement, encore une fois uniquement sur les factures à plus de 10 jours. Et on a constaté de manière assez surprenante, on ne l'anticipait pas, une forte baisse, comme vous le voyez, post-confinement, qui corrobore encore une fois un peu ce que l'on voit sur le terrain, ce que Dominique précisait, qui a été le rebond post-confinement a été relativement fort, puisqu'on est redescendu jusqu'au début de l'été au niveau qu'on avait connu avant le confinement. Malheureusement, comme on s'attendait, mis à part le pic structurel du mois d'août, qui est un pic de quelques points, de 2-3 points, on retrouve depuis août, donc là c'est les chiffres arrêtés, c'est fin août, à une augmentation de ce taux d'impayés qui monte à 29%, soit une augmentation quand même de 53% par rapport au point de départ. Donc cette analyse, encore une fois, elle est faite sur notre big data, donc c'est 6 millions d'entreprises débitrices. Et encore une fois, c'est un lien qui est partageable, qui est public et qui est partageable sur le web. Voilà pour la vision un peu passée. Comment nous, Saltrade, on voit les mois à venir et l'année 2021. Et encore une fois, c'est ce que tant Damien que Dominique, je pense qu'on partage à peu près la même vision. Je pense que les entreprises vont être à la fois dans une recherche d'accroissement de leur activité, d'accroissement du chiffre d'affaires, mais tout en préservant et en sécurisant son cash flow et en sécurisant donc son poste client. Donc, nous, notre vision par rapport à cela, c'est il est urgent de commencer à mettre en place des projets qui vont structurer ce poste client afin de maîtriser au mieux, de sécuriser et d'accélérer son cash flow. Encore une fois, ce qu'on appelle chez nous un peu la perfusion de cash, de liquidité que propose l'État au niveau des entreprises ne vont pas durer. Comme le disait Damien, les défaillances d'entreprises, on peut s'attendre à une augmentation, donc il est important de mettre sous contrôle son poste client. Alors, je ne sais pas si Damien ou Dominique vous partagez. Oui, j'allais poser une question justement, c'est-à-dire que comment donc du coup structurer son poste client et qu'est-ce que CreditSafe et Saltrade peuvent apporter aux entreprises pour justement structurer le poste client? Je partage évidemment ce que tu viens de dire, Jean-Claude. La première chose que l'on peut faire, nous on a mis en place un indicateur, on va dire Covid, même si on ne l'a pas appelé comme ça, de façon à identifier si les entreprises et les secteurs, quels sont les secteurs d'activité les plus impactés et au sein d'un portefeuille, quels sont les portefeuilles des entreprises qui a priori
ont le plus de chances de traverser cette crise. Donc, la première chose qu'on propose à nos clients et aux entreprises en général, et ce gratuitement, c'est une analyse du portefeuille existant de façon à voir, tiens, entre guillemets, dans la redistribution des cartes, quelles sont les entreprises sur lesquelles je vais devoir me pencher le plus urgemment. On va dire, ça c'est le point de départ. Sachant que pendant cette période, il y aura quand même deux choses à faire pour les entreprises. Enfin, on est une période où, pour avoir pas mal échangé avec des directions commerciales aussi, les entreprises se sont considérablement recentrées sur leur base client. Maintenant, il faut les prospecter pour se développer. Parce que s'il y a une augmentation significative, même si elle n'est pas encore visuelle, du nombre de défaillances, les entreprises vont devoir se développer. Donc, il y aura à la fois le travail à réaliser sur le portefeuille client, et là, je laisserai la parole à Jean-Claude. Il y aura aussi un travail à faire sur l'identification de prospects qui sont, en travaillant en bonne intelligence entre ce qu'on disait au départ d'ailleurs, entre le commercial et la finance, de façon à ne pas perdre de temps et d'énergie en fonction des entreprises qu'on va cibler. Très bien, donc Crédit Test. Ouais, pardon. Ouais, non, Diane, non, mais ce qu'on propose et chose que l'on fait avec Credit Safe, hein, c'est évidemment, en fait, encore une fois, le nerf de la guerre, hein, du poste client, hein, c'est comme du lait sur le feu, c'est à la fois avoir une maîtrise à 100% de son portefeuille client, une analyse du risque sur quel est l'effort et l'attention et quelles sont les mesures que l'on doit prendre en compte sur les clients les plus risqués, et cela en particulier avec l'analyse de Credit Safe qui est intégrée au niveau de la plateforme. Et donc, ce qu'on propose, c'est en accompagnement de cet audit de Credit Safe, c'est la mise en place de notre solution qui est encore une fois, même si l'on parle de démarches qui va structurer son poste client, qui sont des projets qui sont relativement courts. On parle de projets de 2 à 4 mois en fonction de la taille de l'entreprise et avec des retours sur investissement qui sont dans les 6 premiers mois. Et on accompagne ce projet-là en amont en complément de l'étude risque que propose Credit Safe par une analyse du poste client, un benchmark qui permet de déterminer quelles sont les poches de valeur et les gains cash potentiellement qu'on peut avoir par une analyse également en mode data crunching que l'on fait de manière gracieuse auprès de nos clients. Très bien. J'ai écouté, merci. Est-ce que peut-être quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, donc, ou bien en synthèse, on peut quand même retenir qu'il est important, dans un premier temps, de garder le moral, hein, ça c'est sûr, pour faire face au décalage de trésorerie, également au remboursement. Et la question, ça va être aussi comment accélérer et remplir son carnet de commandes, puisqu'on a vu que le rythme de production d'un secteur d'activité à l'autre n'est pas le même. Il y a encore, je crois, des secteurs d'activité qui sont encore à l'arrêt, comme l'événementiel, où c'est vraiment très compliqué de se projeter sur ce secteur. Il est important de s'équiper, comme on vient de le voir. Vous l'avez largement souligné, Damien et Jean-Claude, hein, pour sécuriser les relations de confiance, effectivement retravailler son portefeuille client et également aller prospecter, puisqu'on a vu que d'autres secteurs d'activité avaient pu trouver dans cette situation très particulière des opportunités de marché. S'ils trouvent des opportunités de marché, il faut les adresser, et donc il faut de l'information et de la technologie pour bien justement adresser convenablement ces opportunités. Et puis de travailler, et ça nous l'avons vu avec Dominique, hein, de travailler sur la structure financière, d'anticiper probablement cette clôture 2020, mais pas que, et de voir comment on va pouvoir absorber surtout ce qui va se passer et les conséquences sur 2021. Donc, peut-être avez-vous un dernier mot, ou bien on peut peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur comment sécuriser et accélérer son cash flow. En tout cas, moi, je dis merci à Dominique d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre expérience. Merci à Damien et Jean-Claude d'avoir animé ce premier regard croisé entre SideTrade et Credit Safe.
qui, au-delà d'un partenariat technologique, comme on l'a dit, effectivement, analyse régulièrement des sujets importants, qui sont importants pour les entreprises. Et puis, je vous remercie à vous qui nous avez suivis et écoutés. Sachez qu'effectivement, comme on l'a annoncé et dit dans ce webinaire, si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser l'analyse de votre portefeuille client et de vous mettre à disposition cette fameuse matrice qui permet de pouvoir identifier plus de 20 profils payeurs dans vos portefeuilles et donc d'adapter la stratégie et la politique crédit dans votre entreprise. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et puis à très vite. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Merci.